Et c'est parti, on va voir comment analyser les performances d'un site web avec un outil bien pratique qui se situe même dans les DevTools. Donc là, je vais sur HackerNoon, qui est un site de blog communautaire avec plusieurs articles sur les technologies, le développement, etc. C'est pas mon blog préféré, mais ça peut être pas mal. Parfois, il y a certains articles sympas. Donc imaginons, j'ai fini de le développer, je l'ai mis en ligne, etc. J'ai envie de voir s'il y a de bonnes performances. Enfin, ce serait mieux de faire d'ailleurs mon analyse avant de le mettre en ligne, évidemment. Donc essayez de faire ça plutôt avant de le mettre en ligne. Donc ici, on va faire F12, très bien, et je vais donc ouvrir, ça s'appelle les DevTools. On voit que dans la console, ils sont amusés d'ailleurs, et on va aller dans Lighthouse, juste ici. Avant, ça s'appelait Audit, maintenant, ça s'appelle Lighthouse, et on va pouvoir cocher les catégories qu'on a envie d'analyser. Les meilleures pratiques, l'accessibilité, performance, etc. Si vous êtes sur une PWA, vous pouvez aussi cocher PWA juste ici. Et puis ensuite, le device, donc soit mobile, soit desktop. Donc ici, on va analyser desktop, c'est-à-dire pour les écrans d'ordinateur. Parfait. Donc en attendant, ici donc c'est vraiment un outil qui est proposé par Google. Je sais plus s'il est sur Firefox également, à voir, à vérifier. Et en tout cas, il y a aussi des sites qui existent comme GTmetrix par exemple, qui vont faire exactement la même chose. Voilà. Vous entrez un site juste ici, une page, et ça va vous l'analyser. Vous en avez d'autres aussi comme page speed index ou ce genre de trucs. Mais bon, vu qu'on l'a directement avec les DevTools ici, autant ne pas s'en priver. Donc ici, vous voyez que ça va vous donner ensuite plusieurs indications. Donc, il faut faire attention à ces chiffres, ils peuvent changer même d'un audit à l'autre, donc d'une analyse à l'autre ça peut changer, donc essayez d'en faire plusieurs pour voir un peu une moyenne de tout ça. Donc au-dessus de 90 ça va être en vert, entre 50 et 89 ça va être en orange, etc. etc. Et là vous allez avoir accès en dessous à plusieurs metrics ici. Donc les metrics ça fait quelques années que c'est là, mais ça a déjà changé plusieurs fois en quelques années, ils ont changé les définitions et compagnie, donc bon voilà, quand vous lisez ça sur des articles et compagnie ça peut être un peu dur à comprendre. Donc je vais essayer de vous expliquer ça facilement. Vous avez également, vous pouvez cliquer ici pour avoir un petit texte en dessous, mais parfois ça rend les choses plus compliquées à comprendre qu'autre chose. Et puis vous pouvez aller sur Learn More ici, et sur web.dev ici, qui est d'ailleurs fait par Google je crois, avec des petits articles qui vont vous expliquer. Voilà, mais là aussi armez-vous un peu de patience. Donc First Contentful Paint, c'est le premier élément du DOM qui va apparaître. Voilà, donc ça va apparaître au bout de 0,5 secondes ici, et par exemple c'est une bonne métrique, c'est une bonne moyenne. Si je clique sur Learn More juste ici, je vais pouvoir voir normalement une sorte d'échelle ici. Vous voyez qu'entre 0 et 1,8 secondes c'est bon, etc. etc. Ok, très bien. Donc on est bien placé sur ça, très bien, enfin, ce site est bien placé sur ça. Ensuite, Speed Index, ça va être plutôt une série de photos qui vont être prises de votre site, et ils vont analyser avec un petit calcul combien de temps mettent les éléments à apparaître en moyenne. Donc là aussi, là par exemple, on a bon ici, mais on peut essayer d'améliorer ce genre de choses. Et puis quelque chose de très important aussi, c'est le Largest Contentful Paint, c'est-à-dire que ça va être l'élément le plus gros de votre site qui va apparaître. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une énorme image, ça veut dire une vidéo, un canvas, ou un très grand texte par exemple. C'est l'élément qui prend le plus de place ou le plus important. D'accord? Et ça aussi, il faut que ça apparaisse assez vite pour que l'utilisateur puisse l'utiliser, puisse comprendre, puisse lire, etc., etc. Très bien. Ensuite, à côté, on a autre chose, Time to Interactive. Pourquoi on a ça? Est-ce qu'un site il est interactif dès qu'il commence à apparaître? Non, et encore moins aujourd'hui parce que avec des technos comme Next.js par exemple, vous avez la structure du site qui est envoyée comme l'HTML CSS, d'accord? Donc l'HTML CSS est envoyé, et en même temps on a un bundle JS qui est envoyé qui correspond à React, et donc de base vous allez avoir affiché l'HTML CSS, mais si vous cliquez sur des boutons, etc., eh bien ça peut ne pas fonctionner d'un coup. Vous allez avoir une sorte de laps de temps où votre code, votre contenu ne va pas être hydraté en JavaScript. Ils appellent ça, voilà, ils utilisent ce terme avec Next.js, c'est-à-dire que le bundle va venir hydrater tout votre contenu avec des événements, etc., et rendre le tout interactif. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont mis un time to interactive ici. C'est important que ça aussi ce soit très rapide. Ok, très bien. Ensuite, on a le total blocking time. Ça, c'est quand vos ressources vont être chargées depuis votre serveur. Il faut éviter qu'il y en ait qui bloquent d'autres ressources. D'accord? Donc, par exemple, des polices d'écriture, du CSS, du JS, etc. Il faut essayer d'utiliser les bons attributs et compagnie pour éviter d'avoir des ressources qui vont bloquer les autres. Donc, il faut éviter que ce soit trop gros, ça. Et puis là, on a quelque chose d'assez intéressant, Cumulative Layout Shift. Alors, pour l'expliquer facilement, quand on lit par exemple un article de blog, parfois, ça vous est déjà arrivé qu'il y ait une sorte d'image qui apparaisse d'un coup, comme ça, parce qu'elle n'avait pas fini de charger, et puis hop, d'un coup, elle finit de charger, vous étiez déjà en train de lire, et puis hop, ça vous perd comme ça, et vous êtes perdu. Donc il faut éviter ce genre de choses, il faut éviter un layout shift, donc un décalage du contenu en fait, un décalage du contenu. Ça aussi, c'est calculé en fonction de voilà des différents éléments qui vont apparaître sur votre page de manière asynchrone, etc. S'il y en a qui apparaissent plus tard que d'autres, ça risque de faire un gros layout shift, et s'il y en a surtout qui prennent beaucoup de place comme ça et qui apparaissent, ça va faire encore plus de layout shift. Très bien, donc ça c'est la base, c'est les métriques de base juste ici, auxquelles font attention maintenant Google. D'accord, Google fait attention à ça maintenant, et puis les moteurs de recherche de manière générale.
Très bien. Et puis ensuite, en dessous, on va avoir plein de petits avis comme ça et de petits conseils, de petites astuces pour améliorer le tout. Donc on commence avec les images. Il faut savoir que les images, au niveau des performances, c'est le plus important. Il faut bien les compresser, il faut bien les utiliser, il faut bien leur donner de bonnes tailles et les prendre à la bonne taille également avant coup pour éviter que ça pèse sur les performances en fait. Et donc là, ils vous disent d'utiliser des formats d'images Next Generation. Donc si on clique dessus et qu'on descend, vous voyez, on a du JPEG, JPEG, PNG, PNG, et ils vous disent d'essayer d'utiliser du WebP ou du AVIF comme ça, d'accord? Comme ça nous permettra de gagner comme ça en performance. Ils vous le montrent juste ici, ce qu'on pourrait gagner en performance. Voilà. Donc ça, c'est les images, c'est important. Ensuite, réduire le JavaScript inutilisé. Donc ça, c'est en général, il y a du JavaScript, du CSS qui peut être inutilisé. Il faut faire attention quand on touche à ça, il faut y aller avec des pincettes. Et parfois aussi, il y a du JavaScript qui est compté inutilisé alors qu'il est finalement utilisé dans certains cas. Donc voilà, on fait attention, on fait des tests, mais en général, on peut réduire ce genre de choses aussi. On donne des bonnes tailles à nos images, ça aussi c'est très important. On élimine les ressources qui vont bloquer les autres, bloquer le téléchargement de tout, d'accord, qui vont faire une sorte de pause. On télécharge ça, puis on envoie le reste. Ça aussi, il faut éviter d'avoir ce genre de choses. Voilà, ce genre de choses. Ok. Ensuite, on évite d'avoir un trop gros paquet qu'on envoie à l'utilisateur. On essaye d'utiliser le cache. On évite d'avoir un DOM trop grand. Donc j'imagine qu'ici, il y a un DOM qui est assez balèze, vu qu'il y a beaucoup de contenu. Il y a beaucoup de contenu comme ça. Il faudrait essayer de réduire tout ça. Bon, après, voilà, il y a peut-être des choses qui sont dures à faire. Hein. Tout ça, c'est des conseils, c'est des astuces, mais vous pouvez peut-être pas tout faire d'un coup, quoi. Là, on voit qu'il y a 4400 éléments du DOM. Ok, le texte, les images, etc., etc. Ok, ouais, très bien. Et puis on descend, et puis on va... oui, aussi vous pouvez cliquer sur les audits passés, ça peut être assez intéressant aussi ça. Le CSS est bien minifié, le JavaScript est minifié, on a réduit le CSS pas utilisé, etc., etc. Vous voyez qu'on peut quand même... Il y a des audits qui ont été passés, qui ont été bien comme ça. Puis on tombe sur l'accessibilité, ça aussi c'est très important, l'accessibilité. Donc par exemple ici, button does not have an accessible name, donc si on clique dessus, et que je le survole, je vois qu'il me parle de ce bouton en haut. Vous voyez, en haut à droite, ça me parle de ce bouton-là. Parce qu'il n'a pas un nom qui va être accessible. Donc si je clique dessus, comme ça, par exemple, je tombe ici, et si je l'ouvre, je vois qu'il n'y a pas de nom à l'intérieur. Il n'y a que des icônes comme ça, d'accord? Donc on aurait pu utiliser un attribut ARIA, par exemple, pour essayer de lui donner un nom, même s'il n'y a pas de contenu de texte à l'intérieur, on aurait pu utiliser un attribut ARIA. Donc je reviens sur Lighthouse. Ok. Oh, non, c'est bon, j'ai cru que ça avait bugué. Ça n'a pas bugué, mais... Alors, je crois pas qu'il y a de moyen de retourner directement là où on était. C'est ça qui est assez embêtant. Donc, je vais revenir ici. Donc, on était sur notre bouton. Très bien. Donc, on voit qu'il y a plein de boutons qui sont dans ce cas-là. On voit qu'il y a plein de boutons d'ailleurs. Oui, à mon avis, ils en ont fait plein. Alors, attendez. Oui, j'aurais pas dû l'ouvrir ça. Très bon. J'arrive là-dessus. C'est bon. Ok. Ensuite, on a notre image qui est juste ici. Elle n'a pas d'attribut alt. Donc, ça aussi, il faudrait... Enfin, ça dépend aussi. Si c'est des icônes, etc., on n'est pas forcément obligé de mettre un attribut alt. Mais ici, ils vont le compter, par exemple, comme une erreur également. Ensuite, on va avoir le zoom dans notre balise méta juste ici. D'accord, le zoom dans notre balise méta qui va être un peu touché. Il n'aurait pas fallu le toucher. Voilà, ce genre de choses. Tab index également pour gérer tout ce qui est navigation avec tab. Et puis, on a des bonnes pratiques ici. On a des bonnes pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les links, ils vont pas avoir de cross origin destination are unsafe. Ok, donc des attributs qui ont des petits problèmes. On a quand même passé pas mal d'audits, vous voyez, HTTPS, etc., etc. Donc voilà, ça peut passer également. Et puis notre SEO juste ici. Alors, les liens n'ont pas de texte descriptif. Ok, donc là, quand vous avez des liens qui n'ont pas de texte descriptif, ça va être dur de faire... on appelle ça des encres, hein, le texte des liens. Et les liens, c'est très important en SEO, c'est ce qui vous permet de faire, donc on appelle ça des backlinks, les liens qui vont pointer sur différents sites, les liens de différents sites qui vont pointer sur votre site également. Et si vos liens sont un peu cassés, ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas de href, eh bien, regardez, link are not crawlable ici, désolé pour l'anglais, bref, ici on peut pas les crawler parce qu'il n'y a pas d'attribut href, vous voyez. Ou alors il y en a un, mais avec rien à l'intérieur. Donc ça, pareil, ça va pas être bon niveau SEO. Et ça va être montré juste ici. Ok, très bien. Donc ensuite on a une sorte de settings ici, donc on vous montre un petit peu sur quoi on a fait les tests. Donc par exemple les links, pour terminer, du coup je vais cliquer dessus. Et par exemple je clique sur le premier lien ici. Et vous voyez par exemple on a un href, mais on n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur à href ici. D'accord, donc voilà, je sais pas pourquoi, peut-être au niveau du développement, ils ont créé ça de manière dynamique et ils ont oublié de rajouter du contenu à l'intérieur ici. Donc voilà, il faut faire attention à ce genre de choses, toujours avoir des bons liens pour le SEO, c'est extrêmement important. C'est comme ça que les crawlers des moteurs de recherche, ils parcourent votre site, entre autres. Ils vont aller sur les liens, ils vont aller sur tout ce qui est important comme ça, pour essayer de naviguer de page en page et voir un peu de quoi est fait votre site. Donc voilà pour un outil qui s'appelle Lighthouse, qui est
totalement gratuit, vous pouvez le faire sur tous vos sites et qui est vraiment très très intéressant. Les métriques, elles sont voilà, parfois pas très faciles à comprendre, mais au bout d'un moment, on commence à comprendre tout ça. Vous pouvez aller sur le site WebDev comme ça et aller lire tous les articles si vous voulez voir tout ça en détail. Parfait, très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée, salut à tous, ciao.